Une émission matinale qui a le pouvoir de vous servir loyalement si vous avez des ennuis à la maison, vous avez des stress. Arrêtez, regardez la télévision nationale et c'est qu'on veut dire tout de suite là. Franchement, vous allez aimer. Nous sommes avec les spécialistes. Ne quittez surtout pas. Côté cadrage, elle s'appelle Flo et Fadima Camara. Attention, elle est de Fria. Merci en tout cas de nous accompagner ce matin. On n'oublie pas Buntura Bissila. Elle n'a pas encore déjeuné. On oublie Mamadou Duma Ba qui est juste à ma gauche. Toumani Diallo. Caméra centrale. Merci de votre fidélité. Ils sont nombreux à nous accompagner. La régie. Merci à Mané, Sané, les Djankewale. Merci également à M. So et toute l'équipe Keita, Mandé-Mansa, les Namara Bonson. On va dire bonjour et bonne arrivée à nos invités. Je vais commencer par Mademoiselle Konaté. Mademoiselle Konaté, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, super. Voilà, elle est Kadiatou Konaté. Vous êtes, disons, la présidente club des jeunes filles leaders de Guinée. Oui, la présidente intérimaire du club des jeunes filles leaders de Guinée. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça va. Très super. en forme, joliment habillée. Ah oui, merci. Et puis on va dire encore bonjour à Aïssata Sidibé. Elle est journaliste au niveau de la rédaction Parler, voilà, il faut le dire comme ça. Journal Parler. Et puis c'est ma façon de te dire bonjour. Bonjour, Kassamba. Bonjour, oui. Très en forme. Bien. Et très toi? souriante. Ah oui. Et chez toi, ça va? Ah ben oui, on se J'espère débrouille. que toi, tu as petit déjeuner avant d'arriver. Ah ouais, moi je suis pas comme les Silla, les bas, voilà, les Fakoli. Moi je suis très en forme ce matin. Super. Bonjour à notre religieux, Adama Sidibé, leader religieux. Merci de votre présence. Merci beaucoup, merci. Ça va? Ça va très bien. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa Kaïf rahmatullah. Alhamdulillah. La basse, alhamdulillah, ya soukran. Shukran. Voilà, c'est le patron. Il est gynécologue de son état. Il travaille non seulement à Donka, mais aussi Bernard Kouchner. Il s'appelle docteur Mamadou Sissoko. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. La famille? Très bien. Très bien. Elle se porte bien quand même. Oui, Ça va? Tout va bien? Oui, tout va bien. Le café, vous avez pris ce matin? très bien. Surtout qu'il est accompagné par son époux ce matin, donc j'imagine que ça. Ah bon? Oui, elle est tout prête. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bien. Alors, aujourd'hui, on va parler, le thème va être lutte contre les mutilations génitales féminines. Quels sont les dangers et défis à relever? Tout de suite, nous allons essayer de débattre ce sujet ou le thème en question. Mais d'abord, c'est quoi l'organisation, hein? Je veux savoir l'organisation ou l'objectif de l'ONG d'abord. Je commence par toi, Sidibé. Ah, d'accord. En fait, Global Campaign Media, c'est une organisation de médias. Il y a des Guinéens, toutes les préfectures de la Guinée sont représentées où les journalistes ou les organes de presse sont présentes. Donc, c'est une synergie d'action que nous avons mise en place dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines en Guinée. En fait, ce n'est pas seulement la Guinée. Le monde s'est fixé pour objectif d'éliminer les mutilations génitales féminines d'ici 2030. D'ici 2030. D'ici 2030. Pour cela, vous savez que les journalistes ont un rôle primordial dans ce domaine et dans la lutte. C'est pourquoi nous sommes organisés en organisation où nous avons été contactés par Global Campaign Media. Ça, c'est une institution anglaise. Aujourd'hui, nous sommes dans ces activités. Ils nous ont formés et nous guider par rapport aux activités que nous pouvons organiser. Chacun dans son média. Moi, je suis de la RCG et d'autres dans d'autres organes de presse. Tu proposes un thème. C'est qu'il nous amène à réaliser chacun dans son média un sujet ou plusieurs éléments de reportage, d'émissions et autres dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines. C'est qu'ils invitent la population elle-même, les citoyens elles-mêmes à s'impliquer dans la lutte, à ne pas attendre que les fonds soient là et autres, que chacun dans son domaine, selon ce qu'il peut, à s'impliquer dans la lutte. Parce que c'est un mouvement d'ensemble. C'est un mouvement d'ensemble, ça va être hyper compliqué, mais je ne sais pas, vous êtes au moins à combien %? Parce que là, vous savez, mutilation féminine en Afrique, mais plus précisément en Guinée, est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés, surtout à l'intérieur du pays? Oui, en fait,
Kadiatou, elle est là. J'imagine qu'elle sera elle est mieux placée pour parler peut-être des statistiques par rapport aux mutilations génitales féminines. Ce que je sais, c'est que la Guinée est aujourd'hui placée encore 2e pays au monde où la pratique est encore très récurrente. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et pour le cas de l'intérieur du pays, pour revenir à votre question, nous sommes à Conakry. Mon organe est à Conakry. Je m'occupe pas seulement de Conakry parce que je sais que la RTG est écoutée à travers les radios rurales ou la télévision nationale. C'est une télé. On est partout dans le monde. Donc peut-être les difficultés c'est par rapport à l'accès aux personnes parce que tout le monde n'est pas réceptif à ces sujets. C'est un sujet sensible. Donc des fois peut-être sur le terrain, nous ne menons pas directement les sensibilisations dans les familles et autres. Nous c'est soit profiter des antennes de nos émissions, de nos programmes, ou aller faire des interviews. C'est par rapport à cela, des fois au cours des interviews, c'est vrai que c'est pas facile, mais si on a opté pour un sujet, pour quelque chose, on va jusqu'au bout et on accepte de relever tous les défis. Et ça va être hyper compliqué. Je crois que Kadiatou va essayer certes d'augmenter un tout petit peu. Je sais que vous rencontrez des difficultés. Vous savez, en Guinée, nous, c'est difficile d'accepter avec nos coutumes, nos mœurs. Les parents ils vont dire non, moi, j'ai pas été comme ça, ma fille ne va pas accepter ça, sinon je vais avoir ça. Et je sais que vous rencontrez des difficultés. Oui, assez de réticence d'ailleurs de la part de la population, mais ce qui est à signaler, c'est qu'actuellement les gens commencent à se cacher et à pratiquer ce fléau. Donc ce qui montre à suffisance qu'il y a des impacts qui commencent à être dans ce domaine, parce qu'il fut un temps où nous-mêmes, on n'osait pas en parler. Mais si aujourd'hui, ça a changé de camp et que ce sont eux qui se cachent pour faire la pratique, je pense qu'il y a assez d'influences positives et tout qui se trouvent au niveau de ce côté. Mais en termes des parents qui ne sont pas réceptifs sur le sujet, parce qu'ils disent que nos ancêtres l'ont fait, mes grands-parents l'ont fait, je vais le faire, ma fille va le faire. Donc c'est une situation qui se perpétue de génération en génération, qu'on estime qu'il faudrait continuer à le faire, sans aucune raison valable en tant que telle. Où on parle d'éducation, où nous on estime qu'il y a plusieurs manières d'éduquer les enfants, sa fille, comme on le souhaite. D'ailleurs là-bas, l'éducation qu'on donne n'est pas forcément l'éducation qu'on perçoit dans la société, l'éducation qu'on veut transmettre. Donc après, il y a tout ce blocus qui est là, tout ce blocus qui est là, et on se demande exactement sur quelle ligne aller, quelle stratégie adapter avec ses parents pour les amener à comprendre un peu la situation et les amener à lutter avec nous, à abandonner les cas de chose difficile. En tout cas, merci Kadiatou. Le thème, comme vous le savez, lutte contre les mutilations génitales féminines. Aujourd'hui, tout de suite, on va se tourner vers le spécialiste, docteur Adama Sissoko, qui va tout à l'heure, Mamadou Sissoko, docteur Mamadou Sissoko, et les gynécologues, non seulement à Donka, mais aussi Bernard Kouchner. Tout de suite, il va nous définir d'abord l'excision, ça veut dire quoi, et quelles sont les conséquences en court et en long terme pour les jeunes filles ou femmes. Je vous remercie. Et nous discutons aujourd'hui d'un thème de santé publique. Et comme l'a dit Konaté, c'est un problème mondial et c'est un tabou dans nos sociétés. Mais il faut reconnaître, dans le monde, il y a plus de 130 000 femmes dans le monde qui sont excisées. Et c'est une histoire qui remonte de l'Antiquité, qui demeure et qui continue, soit par la complicité des parents ou par le manque d'application des principes édictés par l'État. Ce problème préoccupe toute la société, nous les prestataires, les médecins, les religieux, les politiques, mais vous les journalistes également. Donc si on veut parler de ce thème qu'on appelle excision ou mutilation génitale, il s'agit, je vais parler pour que les gens comprennent, bien sûr. Il s'agit des pratiques qui se passent
dans nos communautés, même dans certaines structures, ils coupent, c'est-à-dire ils font l'ablation d'une partie ou en totalité des organes génitaux externes de la femme. Et cette pratique, il y a plusieurs méthodes selon les communautés. Ce qui fait maintenant qu'il y a beaucoup de problèmes que vous avez entendus dans le domaine de la santé, que les gens ne maîtrisent pas, mais à la longue qui vont se répercuter sur la vie de la femme. Voilà, c'est dans ça on va retomber sur les conséquences en court et en long terme. Oui. Voilà. Donc, cette excision qu'on pratique, ou les gens pratiquent, consiste à couper. Avant, on disait que c'était le clitoris qu'on coupait. Ils ont essayé de moderniser en disant non, on coupe le capuchon, on laisse le clitoris. Et finalement, tout est ablation. Parce qu'ils ne sont pas obligés de couper une partie d'un organe. En faisant cette pratique, ils ont essayé de pratiquer à plusieurs manières, dont les communautés, chaque communauté a pratiqué à sa manière. Si on coupe le clitoris, on dit c'est la clitoridectomie, on coupe seulement le clitoris, mais ça fait mal. Ensuite, il y a des communautés, ils coupent et à la fois le clitoris, mais ils coupent aussi les petites lèvres, c'est-à-dire ceux qui recouvrent l'organe génital de la femme. Il y a certaines communautés, ils coupent à la fois le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, et ensuite ils suturent. Ils cherchent à fermer et ne laissent qu'un petit orifice pour que l'urine puisse sortir et le sang des règles, qu'on appelle infibulation. Ça, c'est grave. Ce sont des pratiques qui sont à rejeter. C'est la méchanceté. Donc, nous, praticiens, on n'accepte pas, on n'encourage pas, mais je pense que nous ne sommes pas aidés. Parce que tout le monde connaît les périodes à laquelle on pratique ces excisions. C'est pendant les vacances. C'est pendant les vacances. Que ce soit les religieux, les politiques, les voisins, les familles, chacun pouvait contribuer à ce qu'on puisse arrêter ce processus. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, ce processus nous met en danger, met la vie de nos filles ou de nos femmes en danger. Et si vous voulez qu'on parle des conséquences maintenant, ou on s'arrête là pour donner la parole aux autres? Ouais, parce que là, on va attendre les conséquences alors pour tourner vers le religieux. Hein, c'est important parce qu'eux aussi, ils ont forcément leur mot à dire. Monsieur Elhadj, où il est Elhadj Adama Sidibé, dites-nous, vous les religieux, vous êtes contre ou bien vous êtes pour? Bon, nous les religieux, le problème d'excision a fait couler beaucoup d'encre à travers le monde. Les religieux ne sont pas restés sans dire quelque chose. À travers le monde, les religieux se sont mobilisés. Ils ont étudié le problème de l'Arabie Saoudite jusqu'en Égypte, partout, en Guinée, en Mauritanie. Ils ont étudié, analysé le problème. Ils ont vu qu'il n'y a pas de source. Il n'y a aucun verset du Coran qui encourage l'excision. Aucun verset. Donc ça veut dire que vous êtes pour? Nous sommes contre l'excision. Ah, voilà. Les religieux, l'islam interdit l'excision. Il y a beaucoup de versets du Saint-Coran qui nous disent de nous protéger et protéger les enfants. L'islam met toujours la maladie avant les pratiques même de l'obligation même religieuse, telle que le jeûne, qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Dieu nous dit dans le Coran que lorsque vous êtes malade, ne jeûnez pas. Les docteurs, les médecins nous disent que l'excision amène à la maladie jusqu'au décès. Donc pourquoi alors les religieux ont dit, alors pourquoi alors un musulman peut exciser sa fille et pourtant il sait que ça peut entraîner la mort. Et dans le Coran, on dit protégez-vous, empêchez-vous de rentrer dans l'enfer, ainsi que vos enfants et votre famille. Et l'excision, c'est de l'enfer pour la fille.
Les scientifiques l'ont dit. C'est pourquoi tous les religieux, il y a eu tellement de fatwas de l'Égypte, de l'université prestigieuse du Caire, qu'on appelle Al-Azhar, à commencer par tous les religieux de l'Afrique de l'Ouest qui sont réunis en Mauritanie en 2011, en septembre 2011. Et à Conakry, le secrétaire général, son excellence Ali Jamal Bangoura, a convié tous les religieux l'année dernière. Nous nous sommes engagés à abandonner et à encourager l'abandon des mutilations génitales féminines. Il n'y a pas de source, ce n'est pas recommandé par l'islam, aucun verset. Le seul hadith qui fait un peu référence à l'excision, c'est le hadith de Umm Atiyya, qui après beaucoup d'analyses, on a vu que ce hadith, la chaîne ne remonte pas jusqu'au prophète. C'est le hadith de Jabir bin Zayd. Donc ce n'est pas une source claire. Et ce n'est pas recommandé, ce n'est pas encouragé par l'islam, et c'est même déconseillé parce que ça entraîne la maladie et la mort. Tout ce qui entraîne ça est rejeté par l'islam. Ça, c'est la position de l'islam par rapport à l'excision et des religieux. Alors, ça, je vois déjà. Et moi, je voulais savoir ici votre avis. Et que faut-il faire pour éliminer, franchement, cette pratique en République de Guinée? Qu'est-ce qu'il faut en tant que religieux? Oui, en tant que religieux, le secrétaire général, son excellence Ali Jamal Bangoura, a lancé une campagne. Une campagne au niveau de tous les religieux. Il a encouragé les imams, les prédicateurs à ne pas tergiverser, à ne pas aller par quatre chemins. Ce n'est pas recommandé, ce n'est pas sûr, ce n'est pas vrai. Donc dites aux gens d'arrêter. Arrêtez complètement l'excision. Ce n'est pas islamique, c'est traditionnel, ça relève de la coutume, ça ne relève pas des rituels islamiques. Donc ça c'est clair, les textes sont clairs là-dessus. Et il y a un programme là-dessus et c'est soutenu par l'UNICEF. Et nous encourageons aussi les institutions internationales à accompagner les affaires religieuses de la République de Guinée à lutter contre l'excision. Ce n'est pas islamique et les imams doivent savoir que ce n'est pas islamique, il n'y a pas de preuves là-dessus, ce n'est pas recommandé. Il ne faut pas qu'ils confondent l'excision aux cinq commandements. Il y a 5 commandements hygiéniques de l'islam. Voilà. Et l'excision qui est parlée dans les 5 commandements qu'on appelle Sunnanul Fitra, comme ça. Les Sunnanul Fitra sont 5, recommandés par le prophète. Ça, c'est chez les hommes. Parce que là-bas, on parle des moustaches. Que le musulman, parce qu'il y a les conseils hygiéniques, 5 conseils hygiéniques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux musulmans. Il dit d'enlever les moustaches. Est-ce que les femmes ont des moustaches? Non. Les femmes n'ont pas de moustaches. Il a dit aussi là-bas d'exciser les garçons. Mais les gens, ceux qui ne comprennent pas très bien l'arabe, dès qu'ils en prennent l'excision, ils pensent que c'est tout le monde. Donc, et pourtant, les Sunan Fitra concernent les hommes, parce qu'on parle des moustaches là-dessus. C'est pourquoi les religieux, tous les éléments du monde sont convenus que l'excision est interdite, ce n'est pas recommandé par l'islam, ce n'est pas islamique. Donc, vous avez compris avec moi, c'est vraiment interdit, il faut le faire. Même les religions ont parlé. Je crois que vous avez compris, hein, les parents qui sont dans les salons, vous êtes à Conakry, les 5 communes de la capitale, les villes environnantes, vous êtes à l'intérieur du pays, partout en Guinée. Et écoutez, et regardez, en tout cas, c'est pour vous dire une fois encore, il faut éviter ces pratiques. Alors, je me tourne vers Kadiatou Konaté, le club des jeunes filles leaders de Guinée. Est une organisation qui se bat contre les mutilations génitales féminines. Alors, également, je ne sais pas, et autres, hein, si vous voulez. Et en Guinée, quels sont les enjeux et défis aujourd'hui pour lutter contre les mutilations au niveau de votre organisation? Oui, merci beaucoup. Je pense que les enjeux sont très énormes en termes de mutilation génitale féminine en Guinée. Quand on prend l'application des lois, ces derniers temps pour les autres problèmes, quand on prend viol, mariage d'enfants et tout, on voit l'application des lois, quoique ce n'est pas forcément suffisant, mais ça s'applique quand même par moment. Tandis qu'en termes d'excision, ce n'est vraiment pas le cas. Ou même quand on met main sur une femme exciseuse et tout, on la condamne avec sursis, ce qui n'est pas recommandé. Si dans le code de l'enfant ou dans le code pénal ou encore dans le code civil, on parle de 3 ans de réclusion criminelle ou autre, il faudrait que quand on met main sur une personne qui pratique l'excision, il faudrait que la personne purge ses peines. Mais on dit souvent c'est une vieille personne ou c'est une femme, donc on ne peut pas condamner la personne et ça va continuer ainsi parce qu'elles ne vont pas arrêter. Elles vont toujours continuer à le faire.
Il y a le problème économique aussi qui se pose. Généralement, quand vous allez vers ces femmes exciseuses pour demander pourquoi elles font, pourquoi elles continuent à le faire, parce que c'est un problème. Si elles parviennent à désister, on aura moins de cas d'excision parce que c'est elles qui le pratiquent. Donc, elles disent qu'elles reconnaissent, qu'il y a certaines qui disent qu'on reconnaît que ça n'a rien à voir avec l'islam, ainsi de suite, mais c'est dans ça on gagne notre quotidien, c'est dans ça on gagne des sources de revenus. Enfin, c'est notre source de revenus. Donc c'est compliqué pour nous, dû aux problèmes économiques, elles ne parviennent pas à s'en débarrasser. Ça aussi c'est un autre problème. Est-ce qu'il faudrait créer des activités génératrices de revenus pour ces femmes afin qu'elles permettent de se débarrasser, qu'elles quittent carrément ce monde d'excision, amener les jeunes filles à exciser, à être excisées. L'autre chose, il y a un problème aussi de centre d'accueil et de prise en charge des victimes. Quand il y a excision qu'on pratique et que la fille est dans un état très critique, elle a besoin de prise en charge rapide. Et si ses parents n'ont pas de moyens en tant que tels, leur permettant d'assurer la prise en charge, ça devient très compliqué parce que les frais à l'hôpital sont coûteux et ça amène beaucoup de choses et donc ça rend compliqué la prise en charge. Pourtant, l'État n'assure pas la prise en charge entière des victimes, que ce soit excision ou autre type de victime. Et la dernière étape ou le dernier problème peut-être, ça y va dans le sens un peu des leaders communautaires. Ils s'impliquent de moins en moins, mais s'ils parvenaient à s'impliquer. Moi, ça fait plaisir d'entendre le leader religieux aujourd'hui de parler de tous ces engagements et de toutes ces actions qui sont en train d'être faites en faveur des filles, c'est-à-dire en termes d'excision. Qu'est-ce qui les empêche, par exemple, de multiplier ces actions, de les faire connaître? Parce que c'est ça le problème. Ils sont en train de le faire, nous, on ne sait pas. Imagine que les organisations de la société civile sont au courant et font en une dynamique très vague qui pourra nous permettre de toucher un grand nombre de personnes avec leur notoriété, c'est-à-dire les leaders communautaires. Quand on prend leader communautaire, il y a les leaders religieux, ainsi de suite, sont très écoutés dans la société. Donc, s'ils acceptent de s'impliquer comme ils l'ont déjà fait dans la lutte et ils parviennent à multiplier les actions d'échange, les actions de communication, quitte qu'à travers les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas les déplacer à tout moment avec ce problème de pandémie, de Covid-19 et tout. Mais si ils parviennent à se faire entendre qu'à travers les réseaux sociaux, à travers les petites vidéos, à travers par moments des échanges avec d'autres personnes, je pense que ça pourrait beaucoup impacter. Mais on veut leur implication effective. Peut-être c'est trop demandé, mais si c'est possible les vendredis en faire un sermon qu'on donne, c'est peut-être très demandé. Non, mais absolument, ils vont le faire à partir du moment où se sont engagés, le secrétaire général qui est devenu hier rang des ministres, donc il est en train certes de suivre la télévision nationale. Exactement. Ils vont essayer de voir leur manière, parce que c'est leur façon de communiquer, c'est leur façon de prodiguer des conseils. Ils sont très écoutés pendant les vendredis. Les vendredis, ils sont très écoutés et je sais que par exemple pendant les vendredis, ce qui est très salutaire, quasiment toutes les mosquées disent la même chose. Souvent on se demande s'ils se sont concertés ou pas. De Conakry Yomou, de Conakry Nyokolo Badjar de l'autre côté, on ne parle que de ça. Exactement. Oui, effectivement, il y a des sermons, il y a des engagements. Et les prédicateurs commencent à comprendre, les imams s'engagent, ils commencent à comprendre, ils commencent à faire la différence entre si c'est coutumière ou islamique. Donc ils savent que ce n'est pas islamique. Donc je pense que si vous vous êtes engagé, je pense que si vous vous êtes engagé de manière très effective, ce qui est d'ailleurs fait, parce que avec votre engagement, et voilà, on le voit, on le sent ici. Donc l'idéal, c'est-à-dire, c'est un plaidoyer que je fais, peut-être que vous allez aussi transmettre à vos collègues, c'est-à-dire en faire un serment et faire en sorte que ça soit débattu pendant vendredi dans toutes les zones, dans toutes les préfectures. Ça va donner aussi en plus à ce qu'on fait et ça va remettre la question sur la table de discussion parce que les gens ne seront pas d'accord et tout. Donc. Y compris dans les églises aussi, parce que y compris dans les églises, que ce soit les mosquées, les églises, c'est important d'en parler. Alors, Aïssata Sidibé, journal je voudrais juste ajouter quelque chose, puisqu'elle le dit, on parle des religieux. Récemment, le 6 février dernier, on a célébré la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Et je vous dis, ce jour-là, il y avait au moins 5 ministres. Il y avait votre ministre, le secrétaire général, aux affaires son excellence Ali Kamal. Il était là-bas, il a pris des engagements, il continue et j'avoue que nous sommes sur le terrain. Quand on rencontre
les religieux que nous rencontrons sur le terrain, et n'importe quel, pas seulement parce qu'eux, ils sont organisés aujourd'hui en association qu'on appelle Allergie, mais pas seulement eux, n'importe quel religieux aujourd'hui, imam, autre que vous allez rencontrer sur le terrain, même si l'engagement n'est pas comme il l'explique ici, mais ils vous donnent quand même ces informations sur ça. Ils sont maintenant réceptifs parce que sur le terrain, avant, c'était compliqué. L'imam, tu ne pouvais pas l'approcher pour parler de l'excision parce que c'est un sujet sensible. Ils pensent que tout ce qui touche l'appareil génital de la femme, il ne faut pas en parler. Et souvent, quand nous allons vers... vraiment des sujets tabous. Et quand nous allons vers eux, imaginez une femme devant un sage, c'était compliqué. Mais maintenant, en tout cas, les gens que nous recevons, ils sont réceptifs. Ils nous acceptent et ils nous accordent des interviews. Parce qu'il y a longtemps, nous sommes sur ça. Mais il y a aussi un autre problème, puisque nous parlons d'enjeux et défis, c'est par rapport au numéro vert. Aujourd'hui, le numéro vert, c'est un numéro qui est le 116, je le rappelle. C'est un numéro qui est vulgarisé par toutes les associations aujourd'hui. Une chose qui est bien, ce que nous souhaitons, mais il y a un souci, c'est que ce numéro vert, on la vulgarise. Mais imagine, ils sont débordés aujourd'hui d'appels et avec ce numéro vers le Aguiar, juste la parenthèse, ils ont un centre de prise en charge. Mais maintenant, là, ils sont débordés parce que les gens dirigent la population ou bien les survivantes vers elles, mais souvent, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement parce qu'eux aussi, ils n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, c'est juste, comme on parle de plaidoyer, et j'espère vraiment qu'il y a au moins un décideur, un acteur qui intervient dans ce cadre, qui nous regarde quelque part, qu'ils prennent en charge, qu'ils prennent en compte ce numéro vert. Il ne s'agit pas, au cours des grandes conférences, des grandes rencontres, de citer le numéro vert, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. C'est ces autorités, c'est le ministère des droits, de l'autonomisation des femmes, c'est le ministère de l'action sociale et de l'enfance, au moins qu'ils accompagnent, qu'ils associent, et qu'au moins que les téléconseillers qui sont au moins avec ces numéros verts, au moins qu'ils soient pris en charge, qu'il y ait au moins une mesure d'accompagnement pour permettre à toutes ces ONG, y compris le numéro vert, de prendre en charge les personnes. Le numéro vert là, c'est combien? Le numéro vert, c'est 116. Il est confidentiel et il est gratuit, surtout les opérateurs. Et il suffit juste de composer 116. Il suffit juste de composer le 116. Et appuyer sur OK. C'est appuyer sur OK. Et je vous garantis que c'est confidentiel. On ne dira pas, attends, c'est Sylvie qui m'a appelé pour me dénoncer. Oui. Voilà. Il suffit juste de voir les faits, que ce soit l'excision, que ce soit le viol, ou les violences conjugales, ou n'importe quelle forme de VBG. Et même quand c'est un homme qui est battu, vous pouvez appeler le numéro vert, parce qu'on parle de VBG quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors, si vous avez des problèmes que vous pouvez informer, il ne faut pas avoir peur, vous laissez là les facolis, les bas, appelez le numéro 116, c'est facile, on ne va pas vous détecter, ne vous inquiétez surtout pas. C'est-à-dire, les policiers ne vont pas venir ou la gendarmerie ne viendront pas pour vous dire qu'il y a ça, il y a ça. On ne saura même pas qui appeler. Voilà. Parce que votre numéro n'apparaît même pas. Ok. Alors, dernier virage, on se tourne encore vers docteur Sissoko qui va nous parler, bien sûr, à l'instant même des conséquences. Est-ce que d'abord, il y a l'avantage dans ça? Est-ce qu'il y a l'avantage avant de parler des conséquences? Et il n'y a aucun avantage. Formidable. Il n'y a aucun avantage par rapport à la mutilation sexuelle. Rien Comment que on peut couper une partie d'un organisme, après on dit que c'est avantageux. C'est pas avantageux. Comme l'a dit le religieux, les gens voulaient accuser la religion, mais dans les pays les plus connus où on pense que la religion est pratiquée, en Arabie Saoudite, en Iran, en Tunisie, au Niger. Niger, c'est pratiqué. C'est pourquoi on a fait la réunion là-bas. Mais ces autres pays, mais je vais vous dire une chose. Un pays catholique, qui est la Guinée équatoriale, il n'y a pas d'excision dans ce pays. Si vous voyez une personne excisée là-bas, c'est un étranger. L'enquête a été faite et notre grand frère, Dr Maurice Anda Kouyaté, est passé là-bas. Il a décerné au président de ce pays. Qui a même d'ailleurs raflé un prix au côté de l'Afrique du Sud. Voilà. Donc cela veut dire que ce n'est pas un problème de musulmans ni de chrétiens. C'est un problème de pratique ancestrale que nous n'avons pas osé combattre. Par rapport aux conséquences,
les conséquences sont immédiates, à long terme et éternelles pour certains. Les conséquences immédiates, d'abord c'est la douleur. La douleur. Vous prenez une fille d'1 année, 2 ans, 4 ans, pour le couper une partie de son corps. Ça fait mal. Il y a le choc brutal. Parce qu'on le réveille. Elle n'est pas préparée. On la prend la nuit. On l'envoie devant une personne qu'elle n'a jamais connue. On coupe. Ça entraîne un choc brutal et qui va le rester pendant toute sa vie. Ouais. Alors, il y a l'hémorragie, le saignement. On coupe la partie, ça continue à perdre du sang, elle saigne, elle perd du sang, et les conséquences, c'est soit l'infection ou c'est la mort. Parce que vous avez entendu ici des filles qui sont décédées à travers l'excision. Ça, c'est les conséquences qui peuvent s'installer dès après ou pendant même l'acte. À court terme. Maintenant, à long terme, j'ai appris que d'autres aussi ont des problèmes pour avoir d'enfants. C'est ce que je veux dire. Voilà. À long terme, cette patiente va rester, ou cette fille va rester, permanemment avec des infections urinaires, des cicatrices kéloïdiennes, des mauvaises cicatrices sur son organe génital, qu'elle n'ose même pas montrer, même à son mari. Le retard de la cicatrisation, donc cette partie va s'infecter, ça va se cicatriser d'une mauvaise manière et la partie va être rétrécie, ça posera des problèmes dans le futur pour son accouchement. D'autres même, ça entraînera l'infertilité. C'est que la femme n'a plus la chance de trouver un enfant. C'est malheureux. Et aussi, elle perd le désir dans sa vie. Plus tard, cette femme n'a même pas envie de rencontrer un homme. C'est grave, ça. Mais pendant l'accouchement, comme c'est rétréci, cette femme-là, le fait que l'enfant, pour sortir, entraîne souvent des compressions sous la vessie ou sous le rectum, peut entraîner chez certaines femmes des fistules. C'est-à-dire, elle continue à perdre l'urine, elle sera rejetée par la société. Vous le savez, messieurs les religieux, par sa famille, par son mari, ou d'autres pères, et à la fois l'urine et aussi le caca. Oh là. Parce que c'est rétréci et le passage de l'enfant aussi est venu forcer pour ouvrir, ça a laissé des lésions qui ne pourront pas être traitées par ces femmes-là qui ont pu. Et ça reste un problème de santé publique majeur. C'est difficile. C'est catastrophique d'ailleurs. Si vous regardez la télévision nationale, c'est le bon moment de vous renseigner, c'est le bon moment de vous informer parce qu'il faut éviter franchement les pratiques pareilles. Nous parlons de lutte contre les mutilations génitales féminines aujourd'hui sur notre plateau. Alors, docteur, dites-nous, la médicalisation de l'excision devient un phénomène grandissant. Selon vous, que faut-il faire pour lutter contre la médicalisation ? C'est la complicité du personnel médical. On dit non, on va couper seulement le capuchon. Pourquoi vous coupez le capuchon? Elle est née avec son capuchon, laissez-la avec son capuchon. Il n'y a pas de loi à la République de Guinée qui a autorisé la médicalisation des mutilations génitales. Ceux qui le font, ils se cachent pour le faire dans les structures, mais vous ne pourrez pas à l'hôpital ou au ministère de la Santé un papier qui a autorisé la médicalisation des mutilations génitales. Ça n'existe pas. C'est même interdit. Hein? Non, ça veut dire ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc tout personnel qui le pratique à sa guise. Elle n'a aucun papier, elle n'a aucune autorisation. Et si la loi doit s'appliquer, ça doit être appliqué. Donc la loi c'est pour tout le monde, il faut le faire, il faut être vigilant, très vigilant pour éviter ces pratiques. Bon, docteur, peut-être la dernière question avec vous. De manière générale, que faut-il faire pour éradiquer cette pratique en République de Guinée, surtout? Ce qu'il faut faire, c'est l'État qui doit prendre toutes les dispositions pour interdire définitivement
les mutilations génitales en République de Guinée. Aucune autre possibilité. Les engagements que les gens prennent devant la radio, la télé, c'est ce jour qu'ils ont pris l'engagement. La loi reste la loi. S'il est dit, et comme l'a dit Konaté, souvent les gens viennent plaider, c'est parce qu'il n'y a pas de loi. Si la loi a dit, si tu pratiques les mutilations génitales, tu seras condamné pour une durée bien déterminée, personne ne va le pratiquer. Deuxièmement, les parents, ils sont aussi les complices des praticiens. Dire qu'il faut créer des activités génératrices de revenus pour elles, ça c'est une autre phase. Mais ne pas pratiquer la mutilation, il faut l'arrêter. Si c'est à cause de la mutilation qu'on les crée, des activités génératrices de revenus, on les encourage. Parce que le jour qu'ils n'ont pas ces moyens, ils vont revenir encore sur le même acte. Il faut l'interdire. Carrément. Il faut l'interdire. Bon, peut-être c'est leur façon disons, ensuite, de caresser les dames pour qu'ils puissent devant arrêter. Certaines choses, il ne faut pas caresser. Ouais. Devant certaines choses, il ne faut pas caresser. Parce que si vous perdez votre fille par la complicité de votre famille, mais c'est vous qui avez perdu. Oui, bien sûr, bien sûr. Si elle reste avec son handicap, mais c'est elle qui souffre, celle qui l'a pratiqué. Toutes les doléances que vous avez faites, les doléances sont acceptées, mais les conséquences, c'est sur celle sur laquelle ils ont pratiqué la mutilation. Donc, il faut l'interdire. Moi, je l'ai toujours dit, que c'est la méchanceté continue. C'est-à-dire, certains ont dit, ah, moi j'ai été excisé, il faut que ma fille soit excisée, il faut que ma jeune fille soit excisée. Si ce n'est pas ça, on a dit, les religieux reconnaissent, les médecins reconnaissent, la société, l'État reconnaît, mais pourquoi ne pas pratiquer? Il faut interdire. Il faut interdire. Pour leurs ONG, il faut savoir qu'il y a d'autres ONG, comme la CPTAF. C'est des ONG qui ont commencé, ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Mais c'est le même problème qui existe. La seule chose, messieurs les journalistes, impliquez-vous, obligez le ministère de la Justice et l'État d'appliquer la loi contre qui que ce soit pour qu'on finisse avec ce problème. Alors, c'était la voix de notre docteur gynécologue spécialiste. Vous êtes gynécologue en même temps? Gynécologue obstétricien. Voilà, c'est ça. Le mot, je n'arrive pas à prononcer. Donc, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas d'être passé. Et je pense que c'est bien expliqué. Vous avez certes compris. Monsieur Sidibé. Avant de vous quitter, Monsieur Sidibé, vous avez le message pour nous, les fidèles musulmans ou les religieux du monde entier. Votre dernier message. Le dernier message, c'est de dire à tous les musulmans et chrétiens de la République de Guinée que l'excision n'est pas islamique. Ceux qui le font au nom de l'islam, qui pensent que c'est islamique, se trompent. Toutes les preuves sont réunies, après toutes les analyses, tous les ulémas sont unanimes que ce n'est pas l'islam, c'est traditionnel et c'est néfaste pour la santé. Et quiconque le pratique après avoir su que n'est pas musulman, désobéit à Dieu et désobéit aux paroles d'Allah qui dit « Je vous remercie. C'est bien dit, c'est bien dit. Donc, n'accusez pas voilà, la religion pour dire que je suis musulman, il faut forcément faire cela. Donc, c'est pas lié, quoi. Rien n'est lié. Donc, vous avez compris. Alors, Sidibé, rapidement. Moi, je dirais que c'est bien ce que Dr Sissoko vient de dire. Il nous invite à nous impliquer, nous les journalistes. Chacun doit se sentir concerné. Maintenant, là, c'est une synergie mondiale. C'est vrai, avant on était mis à l'écart, on venait juste pour couvrir les les ateliers, les cérémonies ou les rencontres. Mais je pense qu'il faut aussi un appel, hein, c'est pas seulement moi, il y a beaucoup de journalistes. Il faut que chacun s'implique et que les institutions internationales réunissent les journalistes. Et pas seulement les journalistes dans les rédactions politiques et autres, mais aussi les animateurs, parce que c'est des animateurs qui sont vraiment, ils sont aussi mieux écoutés, ils sont à l'antenne à tout moment. Il faut les réunir et les former et les impliquer dans le cadre de la lutte, parce que pour parler d'une chose, il faut d'abord la connaître. Si tu n'es pas formé à comment sensibiliser, ou bien qu'est-ce que c'est, tu ne pourras pas communiquer. Donc j'invite tout le monde, surtout des institutions, à nous impliquer, surtout vous les animateurs qui sont vraiment
l'image des organes de médias. D'accord. C'était la voix ou le visage de celle qu'on appelle tout simplement Sidibé, côté de la rédaction ici même à la radio-télévision guinéenne. Merci d'être passé. Merci. À l'instant, mademoiselle Konaté. Oui. Ouais. Moi, c'est revenir sur mon plaidoyer à l'endroit de monsieur le leader religieux pour qu'on en fasse un serment qu'on va partager dans tout le pays pour que les gens puissent écouter. Maintenant, du côté aussi des médecins, c'est continuer à communiquer. Les organisations de la société civile peuvent faire de leur mieux en informant et tout, mais ça, c'est jamais comme quand un spécialiste en parle, un spécialiste médecin parle de ça. Donc, une fois, chacun a sa place dans la lutte. Il faudrait juste qu'on se rende compte de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut apporter, ou on apporte ça. Les journalistes et les hommes de médias ont un rôle important à jouer là-dedans. Le fait d'informer, de diffuser l'information, de toucher un grand nombre de personnes, c'est beaucoup. Donc, continuons à nous impliquer et ce qui est sûr, on pourra y arriver, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. D'ici 2030. Ce qui est bien dit en tout cas, merci à nos invités. Elle était là, Aïssata Sidibé, journaliste représentante de l'ONG Global Media Campaign. Également Adama Sidibé, leader religieux, et l'âge Adama Sidibé, religieux de son état ici. Également, on a reçu Kadiatou Konaté. Elle est la présidente Club des jeunes filles leaders de Guinée. Et enfin, docteur Mamadou Sidibé, gynécologue. Pardon. Tu m'as dit trop ce matin. Alors, une fois encore, docteur Mamadou Sissoko, je vous rappelle, c'est l'oncle de notre caméraman ici, Sissoko, voilà, à la télévision nationale, Sissoko. Merci de nous regarder quelque part en Guinée. Docteur Mamadou Sissoko est gynécologue et obstétricien. Voilà, c'est le mot. Alors, il est non seulement à Donka, mais aussi à Bernard Kouchner. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ce plateau ce matin pour nous parler, bien sûr, de lutte contre les mutilations génitales féminines en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Alors,